bitches! Aujourd'hui, je reçois une personne que j'ai très souvent croisée, notamment dans Fort Boyard, mais à chaque fois, on n'a pas eu le temps de s'adresser la parole parce que j'étais, comme qui dirait, dans une situation un peu cocasse. Il s'agit du génie de Fort Boyard, j'ai nommé Magloire! Bonjour requin. Comment vas-tu, boule de pu? Extrêmement bien. Bon bah écoute, ravi. Je suis très content aujourd'hui qu'on puisse communiquer, puisque les seules fois où on se voit, à chaque fois, c'est dans Fort Boyard. Et je te fais subir des choses horribles. Horrible. À base de clous, de verre. C'est horrible, j'ai les pieds au milieu des serpents, des scorpions, et puis lui, il est là comme une connasse sur son lit. Non, bah ça y est, il commence les insultes. Il est là, Mais là. en revanche, je dois dire que la séquence avec toi, tu fais partie de mes meilleures séquences. Sinon, tu es la meilleure séquence du génie à Fort Boyard avec moi. Tu as été parfait. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour foutre les pieds au milieu des scorpions, on est là pour tout savoir de toi. C'est parti, est-ce que tu es prêt à dire toute la vérité? Toute la vérité. Rien que la vérité, Rien que la vérité. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Pour une fois, ta langue va te servir à répondre aux questions. Aussi. Oh, j'arrive. Elle est chatounette. Tout à l'heure, tu es en train de me dire que j'étais un peu sur le bord du lit. Il faut savoir que, même quand je suis seul, ce qui est la plupart du temps, je dors toujours sur le petit côté du lit. Ah, et un pied au sol et un pied dans le lit. Parfois, ça arrive. Donc Magloire dans Fort Boyard, t'es un personnage, on peut le dire, emblématique. Je crois que tu as l'une des épreuves les plus hilarantes. Il était une fois un génie qui a passé 800 ans dans une lampe. Ah ouais. Cette lampe a été trouvée par notre ami Passepartout et l'a emmené au Père Fouras. Et Père Fouras a frotté cette lampe et je suis apparu. Il m'a libéré et le génie est là pour protéger la clé, bien sûr, pour défendre la clé, bec et ongles, et surtout avec des clous, du verre, des scorpions et des serpents. On s'amuse. Fort Boyard, ça fait partie de l'inconscient populaire. Fort Boyard, tout le monde en France connaît Fort Boyard et dans le monde entier. Ah oui. Et donc faire partie de ce jeu-là, de cette émission-là, c'est un bonheur. Alors c'est vrai que Fort Boyard, je crois qu'on a un point commun. La première fois que tu as fait Fort Boyard en candidat, c'était en tant que candidat, 2017. absolument. C'était ton rêve de le faire. Ah, mais j'en rêvais. Et bah moi pareil. J'en rêvais. Et je peux te dire qu'en 2017, j'étais pas du tout en forme, je sortais d'une sale période. J'étais encore plus volumineux. J'avais beaucoup de mal à marcher. Faire Fort Boyard, écoute, à la fin de la journée, non mais je louchais. J'étais comme ça. Et puis alors, il y a un truc qu'il faut qu'on dise. Bon, on peut trahir quelques secrets quand même. Oui, on est là pour ça. Quand on arrive au fort, la plus grosse épreuve, c'est d'accéder au fort. Oui. Parce qu'en fait, on est élitreuillé dans une espèce de grand filet. Et moi, la première fois, j'ai dit, bon, bah, le filet va péter, donc je vais mourir noyé. Voilà. Pas du tout, mais c'est vrai que c'est une des premières épreuves, accéder au fort. Je vais pisser vite fait. Ça prendra 2 secondes. Vous entendez? Mais oui, on adore ça, ça nous berce. Tu aimes? J'adore. Tu te rends compte quand même le moment exclusif que tu es en train de passer avec moi? Je sais t'entendre faire pipi, c'est un vrai bonheur. J'ai toujours rêvé de ça. Merci. Mon Dieu, faut pas que je pisse sur le micro. Je me suis toujours demandé Magloire. C'est ton prénom ou c'est un nom d'emprunt? Alors, c'est mon vrai prénom de baptême. Non, c'est pas possible. C'est mon vrai prénom de baptême, c'est ma mère qui m'a donné ça, ce joli prénom. J'ai eu beaucoup de mal à l'assumer quand j'avais 15-16 ans, l'âge con, donc je voulais plus m'appeler Magloire, donc je me faisais appeler par un autre prénom, mais aujourd'hui je l'assume terriblement bien. Ah, donc c'est le vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Ah, moi je croyais que c'était le personnage qui aime les strass, les paillettes, la Non. gloire, plus loin gloire. Non, non, c'est mon vrai prénom, en un Putain, seul mot. mais pourquoi ma mère m'a pas appelé quand j'étais petit mon ambition? Mon- Magloire, mon ambition. Ma victoire. Vous remarquerez quand même que pour cette pyjama party, Magloire a opté pour un pyjama très particulier. Je crois que tu as été l'acheter d'ailleurs juste avant l'interview. Alors, tu m'as demandé de venir avec un accessoire pyjama pour la pyjama party. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais porter vraiment si j'allais à une vraie pyjama party avec Jérém ou quelqu'un d'autre, mais une pyjama party. Donc, je suis allé dans une maison que je ne citerai pas, mais qui s'appelle Capelle. Et ça n'a pas été coupé au montage. J'ai payé ça une fortune, mais je suis ravi parce que je me sens élégant. C'est le pyjama avec lequel je pourrais faire ma première nuit de noces, par exemple. D'accord. Combien ce pyjama? Ça vaut combien? Oh, ça vaut largement plus de 300. 300 €? C'est pas vrai, mais c'est un sacré budget les interviews de Jérém Star. Bah, tu m'as coûté une fortune, d'ailleurs. Au fait, au niveau du chèque, je prends le liquide aussi. Hein. Oh, je meurs. Bon, en tout cas, c'est un pyjama Mais très je chic. veux le garder très longtemps. Un très grand de dame, très pas chassé, très araignée d'eau. C'est le truc que tu peux mettre n'importe où quand on t'invite en province ou ailleurs pour le week-end. Mais du coup, je comprends pas. C'est-à-dire que chez toi, vu que tu as acheté ce pyjama exprès pour cette interview, Oui. ça se passe comment? Tu dors nu, du coup, t'as pas de pyjama? Alors, j'ai déjà plein de pyjamas, mais qui étaient un peu défraîchis, qui ont vécu. Ils D'accord. ont vécu. Plein de traces de pneus. Oh.
Non, je dors avec des choses des grandes choses un peu larges comme ça, oui. Mais je ne dors plus nu. J'ai vécu nu dans mon lit pendant des années et des années. Cette fois-ci, depuis 2-3 ans, non, j'ai besoin au moins d'avoir le bas. Je ne sais pas. D'accord. Je Bon. dois être moins sûr de moi. Bah écoutez, on est ravis de tout Vous êtes savoir. ravis de le savoir, hein. Mais merci pour cette petite attention, ce petit pyjama à pois, on dirait un petit... Tu connais le prix. Oui, bon. En tout cas, pyjama à pois très bourgeois du 16e, très raffiné, très chic. Une fortune, ce pyjama. C'est vrai? Une fortune. C'est un coton peigné qui vient d'Égypte. Une fortune. Je suis content d'être là. Sous ces airs de ma gloire, très grand geste, show must go on, tout ça, il y a un homme, il y a du cœur, il y a du vécu, il y a finalement un être humain et pas forcément une bête de foire. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que je me reproche à moi-même. J'ai beaucoup aimé être cette bête de foire, entre guillemets. J'ai beaucoup joué. J'aime mettre des colliers, j'aime mettre des bijoux, j'aime mettre des vêtements extravagants. J'aime l'extravagance. Mais comme toi, je ne suis pas que ça. J'ai découvert, et ça je ne le savais pas, que tu as été adopté à l'âge de 2 ans. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette adoption? Est-ce que tu as connu du coup tes parents initiaux, parce que tu as été adopté qu'à 2 ans? J'ai une maman formidable qui s'appelle Esther, qui vit au Togo aujourd'hui, qui, lorsqu'elle m'a eu, était un peu jeune. C'était les circonstances qui étaient comme ça. Et on a eu la chance, lorsque j'ai eu 2 ans et demi, de rencontrer une femme absolument formidable qui est devenue ma maman. J'ai fait dire ma vraie maman, celle qui m'a élevé, qui s'appelait Raphaël, qui est décédée en 2017. J'ai 2 mamans. Je les aime différemment toutes les deux. Et j'ai cette chance-là, parce que c'est une vraie chance, d'avoir pu choisir mon enfance. Et mon enfance, je l'ai choisie en France. Je suis né en France et j'ai pu rester en France pour une vie formidable. Et alors du coup, cette première maman, vous êtes encore en contact? Bien sûr, bien entendu, quand maman est décédée, celle qui m'a élevé, c'est la première que j'ai appelée tout de suite au téléphone. Elles avaient un rapport aussi filial de mère-fille quasiment parce qu'elle était très jeune. Et oui, bien sûr qu'on est toujours en contact, bien sûr que c'est... Tu sais, il y a 50 nuances d'amour, je crois. Voilà. Et on peut choisir aussi ses parents et c'est un bonheur. Tu as fait des études de sociologie Et de droit. et de droit. Ouais. Alors là, les bras m'en tombent, je chute de l'armoire. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour tout à coup que ça parte en couille à ce point? Bah parce que tu sais, moi j'ai une éducation assez classique chez les frères, dans une école religieuse. Puis je suis allé en fac de droit. Puis après j'ai choisi sociologie parce que j'avais envie de connaître la nature humaine. Parce que... T'as dû être déçu en connaissant la nature humaine parce que putain, c'est pas beau à je voir. suis souvent déçu, mais je suis très heureux de l'avoir étudiée pour mieux la comprendre. Donc ça me donne une petite longueur d'avance sur les gens, sur les êtres humains qui sont parfois absolument étonnants et aussi parfois extrêmement décevants. Et alors, pourquoi c'est parti en couille à un moment donné? Pourquoi on est parti dans les bijoux, les plumes au cul? Mais je te souviens quand j'étais en fac de droit, ils étaient tous très sérieux avec des cravates et tout. Et moi, j'arrivais déjà à la fac avec, ok, un blazer, mais des perles de ma grand-mère, mais des foulards Hermès, mais des choses... Oui, j'ai toujours été comme ça. Tout va bien? C'est un bonheur. Hein. Qui c'est qui te donne chaud? C'est moi? Oui. C'est vrai? Oui. Donc voilà, donc un parcours très atypique. Au début, c'était plutôt bien parti, puis après, ça a fini avec des mégaphones à hurler dans la rue. Il y a eu la mode, entre-temps, il y a eu la mode que j'ai adorée. Travailler pour Lolita Olympica, pour l'Envin, pour Dominique Borlotti, pour tous ces gens, j'ai adoré ça. Et effectivement... La mode, Ouais. oh, c'est tellement boring. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui te plaît dans la mode? Je trouve que c'est tellement être un mouton comme tout le monde, suivre les tendances. Est-ce que tu as déjà trouvé des défilés beaux? On dirait... Bien sûr. C'est ridicule. Mais pas du tout. Est-ce que bien tu sûr. vois les nouvelles tendances actuellement? C'est parce que tu ne connais pas. Moi, j'aimerais bien t'emmener là. Dans un mois, il va y avoir le défilé de prêt-à-porter. Je t'emmène. Ouh, genre... Non, mais si. Il faut Oh non, que... je vais rien y comprendre. Mais non, il faut que tu découvres les choses. Tu sais, la mode, c'est pas ce que l'on voit. La mode, c'est ce qui se démode. Soit c'est ce que disait Chanel. Mais la mode, c'est une vraie véritable industrie qui se construit. Et la mode, ça se fait d'abord chez les filateurs, ceux qui font le fil. Ah ouais, mais moi, la mode, c'est vrai que je suis un peu largué. Quand je vois les parce chaussures que tu- Balenciaga qui ressemblent Mais à c'est des pas ça, chaussures c'est- plongées, que Non, c'est mais ça, soi-disant la mode. Ça s'appelle des épiphénomènes. Balenciaga n'est pas la mode. La mode, en tout cas, on le retiendra, n'est pas Balenciaga. C'est pas la mode. Est-ce que c'est Dior? C'est un épiphénomène non plus. C'est l'ensemble des choses. Mais la mode maintenant, c'est la rue. La rue? C'est-à-dire? Ce que l'on voit dans la rue. Ah, C'est la rue qui fait la mode aujourd'hui. d'accord. C'est le vrai changement.
Eh ben ça tombe bien, on peut pas trop y aller après 18h dans la rue. Donc, On peut plus trop traîner. Non, avec le couvre-feu, c'est un peu foutu, la mode. Bon, hein, elle se fait en pyjama, bah ici. Mais ici, absolument. Ça veut Voilà. dire qu'on dort ici ce soir alors? Non. Non? Non. Ah bon? Parce que tu risques de prendre un peu trop de place et de ronfler. Pas du tout, regarde, je suis sur le bord du Oui, lit. remarque, c'est vrai. Je dors Mais- toujours sur le bord du lit. Vu comment je pousse mon mec à coups de pied pendant la nuit, je voudrais pas Ah non non. plus te renverser sur le parquet. Hein, voilà. Et puis. Et puis non. et puis- Alors, Voilà, et puis connaissant l'oiseau, bon. pas Hein, du tout. Tu l'as j'aurais vu, un moi peu peur pour Tu mes l'as- niches. Tu l'as vu, mon oiseau? Non. Non, j'en peux plus. Ah, cette pyjama party s'annonce épique. Bon, revenons donc sur les sujets sérieux avant que ça parte dans tous les sens. D'accord. Hein, que ça parte en couille sans mauvais jeu de mots. Forcément, en parlant de la mode, je ne peux pas m'empêcher de penser à un ancien ami à toi. Un ancien. Un Oula. oui, un ancien. Vincent McDoom. Ah, mais il est toujours ami. Ah bah, on n'arrive pas trop à suivre vos histoires, hein, ça se Mais tire dans les il y a pattes. Il n'y a pas d'histoire. Vous allez coucher ensemble? Jamais. T'es sûr? Certain. Enfin, oui, oui. Non, il n'y a pas d'histoire. On a fait une émission formidable ensemble. La Folle Nous avons Route. commis une émission ensemble qui s'appelait La Folle Route. Ouais. Et tout le monde a cru qu'on était fâchés. On l'a jamais été vraiment. Ah, un peu quand même. Mais non. Mais il fallait de temps en temps adrénaliser les choses. Il fallait de temps en temps se crier un petit peu dessus, parce qu'on s'est crié dessus pendant l'émission. Il y avait des problèmes d'ego. Connaissant ces deux personnages outranciers et excessifs, il y a dû avoir des problèmes d'ego. Mais comme dans tous les couples, Vincent et moi, on se dit les choses. On se parle comme ça très franchement. Et ça choque les gens. Dans ce métier de télévision et de cinéma, il faut toujours passer par des circonvolutions. On peut le dire dans ce métier de pute. Oui, eh bien, nous, c'est pas notre cas. On est associés, ne serait-ce que dans l'image et dans la tête des gens. Donc, on va pas se tirer, on va pas scier la branche sur laquelle on est assise. Donc, on est comme un couple, c'est-à-dire que, effectivement, parfois, il y a de l'adrénaline. Pourquoi il y a ce coussin là devant le ventre? C'est parce que j'ai peur d'avoir une érection, alors c'est bien comme ça. Alors, on y va? Mais je vais bouger, je vais le mettre là, je vais bouger, je vais toucher. Après, Parlons du Morning Live, première émission finalement télé qui t'a révélé. Oui. Comment tu as rencontré Michael Youn à ce moment-là? Comment ça s'est fait? C'était vraiment le show à l'époque hein, qui cartonnait. C'est quelque chose d'absolument incroyable. On nous dit que l'émission du matin sur Fun allait arriver sur M6. On n'y croyait pas trop. Finalement, dans l'été, on part tous en vacances. Ça se fait avec un garçon que personne n'avait rencontré. Moi, je l'avais vu une fois ou deux dans les couloirs. Il était sur Skyrock à l'époque. Michael Youn, qui est Michael Youn, personne ne connaît Michael Youn. Il s'avère que le type est fou. Moi, j'étais en vacances. Je le regardais tous les matins. Je dis, mais ils sont malades. Mais c'est pas possible. Mais enfin, voilà. Et puis, fin août, Thomas Valentin m'appelle et me dit, on a un problème sur la fille qui fait les potins de stars. Elle va nous quitter pour aller vers d'autres horizons. Est-ce que tu pourrais la remplacer? J'étais à Saint-Tropez, j'étais dans l'avion, moi. J'étais à la plage, je te promets. J'étais à la plage, il me dit, est-ce qu'on peut se voir en fin de journée? Mais j'ai dit, oui, bien sûr. J'arrive. Elle est en tongue. Et je dirais, t'as un genou, il avait fallu. Et ça, c'était un jeudi, j'ai commencé le lundi. Et c'est parti. Sans coucher. Mais moi, j'ai toujours proposé de coucher, mais on m'a toujours dit non, donc il n'y a pas de problème. Et donc du coup, c'était en plus une émission très matinale. J'imagine qu'il fallait que tu te lèves très tôt. À 3h50. Ça durait pendant des années et des années. Punaise. Et malgré tout, pas de rides, pas de cernes, J'ai tout donné à cette émission, tout donné à cette chaîne. J'étais mince, beau, j'avais des épaules superbes et voilà ce que j'ai devenu. Mais en tout cas, un secret de peau que j'aimerais que tu nous partages parce qu'il n'y a pas une ride. Le mec teint de poupée de porcelaine. Je me souviens que Vincent McDoom régulièrement nous expliquait que pour garder une belle peau, il s'appliquait du sperme. Ah, tout de Sur le suite, le visage, les scandale. masques de tout sperme. suite, Non, mais oui. c'est ce qu'il disait. Il paraît que ça a des vertus. Est-ce que c'est du coup. Moi, je crois que c'est génétique. T'es sûr? Oui, oui. Oui, j'en suis persuadé. Je remercie ma première maman. Bon, en tout cas, Michael Youn, une rencontre. Aujourd'hui. Plus qu'une rencontre, Une rencontre qui est devenue un ami finalement. une amitié. Vous êtes toujours en contact? Toujours. On ne se lâche pas. Alors en ce moment, il ne se passe pas grand-chose artistiquement et professionnellement, mais c'est des petits messages pour les anniversaires, c'est des petits conseils distillés de temps en temps, c'est des petits appels au secours ou pas au secours. Mais voilà. Eh ben, ça boit, hein. En même temps, avec Mais il tout faut hydrater les vieilles personnes. avec tout ce qui déblatère, il est. Ce coussin là, on voit plus Mais je rien. l'aime bien, oui, heureusement. Du coup, ça s'est fini. Pourquoi cette histoire de Morning Live? C'est vrai que du jour au lendemain, bim Alors, bam tu boum. parles de l'époque Michael, c'est Bim ça? bam boum, la chatte à McDo. Non, du jour au lendemain, ça a disparu. Tu parles de l'époque Michael.
Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, Mickaël est resté là 18 mois. Ah. Et après, il y a eu Cyril Hanouna qui a présenté bon le Morning, bien sûr, pendant 4 mois. Et puis après, il y a eu l'extraordinaire Pierre aussi, qui était là, qui a animé aussi. Pierre Ménez euh, Non, je sais pas qui est Pierre. Ah non, mais toi, tu me... Bah, Mickaël, pourquoi ça a arrêté vraiment? Parce que je crois qu'on était fatigués. Bah, tu m'étonnes. Je pense que, vu l'intensité du travail que fournissait Mickaël, les deux garçons, et puis tout le monde, toute l'équipe, je pense que tout le monde était épuisé et qu'on s'est un petit peu sabordé. Voilà. Et qu'on a mis des choses à l'antenne qu'il ne fallait peut-être pas mettre, qu'on les a remis 2 fois et qu'on nous a dit c'est fatigant. Oui, on est fatigué. T'es enrhumé, t'as pas le Covid? Non, mais j'ai failli cracher une glaire énorme. Ah, mais quelle horreur! Je te jure. Mais arrêtez-le! J'ai... Moi qui croyais que c'était un prince n'a pas de glaire, il va pas aux toilettes. Ah bah là, la glaire, je peux te dire qu'elle était, waouh, puissante, hein. Je peux Elle rentrer. était puissante. Ramenez-moi à la maison, ramenez-moi à l'EHPAD. Même si le Morning Live a été un tremplin, ça a aussi été une émission qui t'a collé une étiquette Oui. dont tu as pas mal souffert, une étiquette, bah, c'est toi qui le dis, hein, d'abruti. Oui. C'est-à-dire... C'est-à-dire que, figure-toi que pendant presque 9 ans, tous les matins, j'ai parlé de la petite culotte de Britney Spears. Oui, ouais. Tous les matins, j'ai parlé de qui couche avec qui. Tous les matins, je racontais que des choses extrêmement légères qui fait que les gens pensent que, encore aujourd'hui, je suis capable de parler que des potins de stars. Et que donc, je suis un gentil abruti. Alors, gentil, c'est déjà pas mal, hein. Mais abruti, ça me gêne parfois. Putain, en fait, en vrai, t'étais un peu le Jérém Star avant l'heure. Tu faisais des ragots, des potins, tu commentais les culottes, la vie privée d'un tel ou d'un tel. Mais oui, mais tu sais, même parfois, certains matins, tu le sais, quand c'est tous les jours, tu manques un peu d'inspiration, puis tu manques un peu d'actu, tu vois. Donc c'est vrai que je me reproche quand même d'avoir été un peu dans le trash. J'ai montré des photos de gens que j'aurais pas dû. Alors, j'ai pu aussi faire du bien. J'ai pu rétablir certaines vérités. Je me rappelle de Jennifer qui était venue un jour dans une soirée me dire merci parce que tu as dit ça ou vous avez dit ça. Parmi toutes les célébrités, parce que t'en as côtoyé un paquet, hein, finalement, Oui. en arrivant dans ce milieu, Oui. quel est le coup de cœur, on va dire, en célébrité, ou la personne qui t'a le plus marqué? Alors c'est drôle ce que tu me poses comme question, parce que parfois il y a des gens dont on est un petit peu déçu, ou parce qu'il y a des jours où les gens, comme tout le monde, on n'est pas au mieux de sa forme. Mais donc il y a certaines célébrités qui ont pu me décevoir. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour Jennifer Lopez. J'ai passé 2 heures avec elle. Je crois qu'il allait dire Jennifer tout court, mais non, Jennifer Lopez. Et c'est toujours. Mais c'était déjà la star internationale que l'on connaît, qui avait autre chose à penser que de se demander mais est-ce que vous allez bien? Je sortais du Morning Live, j'étais mort de fatigue. J'étais avec notre caméraman d'M6 et on était, mais pour le coup, mais épuisado, quoi. Et cette fille-là, qui a pas de temps, qui est là pour faire ce qu'on appelle des épiqués, donc des interviews tous les quarts d'heure, me regarde comme ça et me dit Are you ready? Are you okay? Et je fais elle voit était totalement défait. Et elle me dit Restez, ok, stay. I wait, j'attends. Reposez-vous, posez-vous. Elle n'est pas obligée. Voilà, donc il y a je crois que les Américains sont très professionnels, donc très attentifs aux gens qu'ils ont, même si ça dure un quart d'heure. Cette attention-là, elle dure 5 minutes. Tu as un Sylvester Stallone qui se rappelle de mon prénom 2 jours après l'avoir interviewé. Bien sûr qu'il a son attaché de presse qui lui répète le prénom parce que... Bon, c'est surtout que tu t'étais tellement frotté à lui qu'il risquait pas de l'avoir oublié. Ah non, le seul sur lequel je me suis frotté, qui j'ai failli me ramasser un pain, c'est The Rock. Tu vois qui est The Rock? Oui. Et donc je touchais comme ça pendant toute l'émission ses muscles. Et à un moment, je voyais pas ses yeux. Et à un moment, il se retourne comme ça. Et là, je me suis dit, je vais me prendre une tonne sur le nez. Il faut que j'arrête immédiatement de lui tripoter les muscles. En fait, ils sont plus l'ovaire que je tripotais, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui grésille? Ah, c'est la chaîne, je pense. Il est... Ah bah oui, mais c'est la quincaillerie aussi. Mais c'est tous les bijoux. C'est la quincaillerie, tous ces trucs. Ça a été volé à Pierre-Olivier Chalençon, c'est plus son nom là. Pierre-Jean Chalençon. Chalençon. Tu es tombé de l'armoire quand? La dernière fois, Non. Quand as-tu fait ton coming out? je suis tombé de l'armoire. Je crois que j'ai pas eu besoin de tomber de l'armoire. Je pense qu'il était évident pour l'ensemble de ma famille, de mes amis et des gens que j'aime, à qui je n'ai jamais rien caché, ce que j'étais. J'ai voulu tomber de l'armoire en faisant un coming out. J'ai invité tous mes copains pour mes 18 ans dans une pizzeria à Cahors dans le Lot. J'ai pété j'ai pété ma tirelire, à l'époque c'est comme ça qu'on disait. Ah bon, tu nous invites? Ah bon, d'accord, ok, super. Et donc on était, je sais pas, près d'une dizaine à table.
Et on commande, et puis je dis, bon, maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, ma copine Valérie dit, en fait, tu nous invites pour nous dire que tu es homosexuel. Vous savez déjà. Super, les mecs. On commande de 2-3 boutanches. Et hop, là, c'est parti. Et voilà. Et est-ce que tu as déjà été en couple? Oui. Actuellement, non? Non. Des longues relations? 7 ans, 5 ans. Il y a très longtemps, il y a moins longtemps, il y a un peu moins longtemps. C'est très clair. Des gens du milieu? Pas du tout. Toi, t'as quand même une passion pour les casernes, non, les pompiers? Alors ça, c'est des légendes aussi, ça. Je respecte infiniment l'armée française, les militaires, Oui, bah, j'imagine. les pompiers, la police nationale, l'uniforme. L'uniforme, en plus, je trouve que le vêtement en lui-même, ce sont doute les meilleurs vêtements, les vêtements les mieux faits sont les uniformes. Donc j'aime bien croiser des uniformes. D'accord. Autre chose? Non, c'est relativement clair. En parlant des rumeurs, alors ça c'est quelque chose, je te cache pas, que j'entends depuis que je suis ado, qu'apparemment, à un moment donné, tu avais un chien que tu aurais tué en t'asseyant dessus. Alors, C'est quoi cette histoire? c'est assez effrayant. C'est vrai? Non. Ah, j'ai non. eu peur. Bien sûr que non. Je Non, l'ai ce qui était- tellement ce qui- entendu, ce Ce qui truc. est effrayant, c'est la rumeur. J'ai eu un chihuahua qui s'appelait Place Vendôme. Oh non, c'est une blague. Non, c'est vrai. C'est le nom du clébard. Ah, du chien, s'il te plaît. Je te signale quand même que Place Vendôme a passé toute une soirée dans les bras de Paris Hilton. Oh, j'adore. Et Place Vendôme a été écrasée sous les yeux de ma mère et de moi. Donc c'était une vraie souffrance. Elle a été écrasée par une voiture devant la maison. Ah, donc devant par une l'appartement, voiture, par pas une par voiture. ton cul. Pas par mes grosses fesses. Tu sais que j'y ai cru pendant des années. Hein. Quelle horreur. Ah non, mais nous, en cours et tout, on parlait de ça. Mais c'est pas possible. Ah si, on parlait de... Tu te rends compte, Magloire, il a tué son chien en s'asseyant dessus. Mais quelle horreur. C'est vrai qu'appeler son chien Place Vendôme... Ah mais ça c'est notre extravagance et puis ça lui allait très très bien. Elle portait des bijoux vrais d'ailleurs. C'était un adorable petit chihuahua. Elle était très 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 mignonne et elle s'appelait effectivement Place Vendôme. C'est comme les gens qui appellent leur chien Dior ou Guess. Ah mais pas du tout. C'est tellement Ça cliché. n'a rien à voir. Moi c'est pas un cliché, c'est absolument exceptionnel. Tu connais d'autres chiens qui s'appellent Place Vendôme? Ah non, je te confirme que non. Bon bah je préférais qu'elle s'appelle Place Vendôme que Porte Dauphine ou Place Pigalle. J'ai une très jolie chatte Oui, bah... qui s'appelait Maroussia. Ah bon? Mais elle s'appelait Maroussia. C'est marrant ouais. ces petits surnoms intimes. Elle s'appelait Maroussia mais j'avais 11 ans. Ah, Ouais, c'est une D'accord. très jolie petite chatte grise. pour revenir à cette étiquette d'abruti dont tu souffres, non vraiment ça a été compliqué. Ça l'est toujours. Ah, toujours, on te prend toujours pour un con? Mais non, mais parce que les gens dans la rue me posent des questions tellement débiles que. Ah bon, quoi par exemple? Qui fait quoi? Ils pensent que je suis l'oracle des people mondiaux, donc je peux parler d'autre chose. Voilà. D'ailleurs, tu as longtemps voulu sortir un recueil de poèmes. Ouais. D'ailleurs, ça n'a pas été possible à cause de cette étiquette. C'est pas que ça n'a pas été possible, c'est moi qui ai du mal à me mettre un coup de pied là quelque part, et je t'annonce que je vais pas sortir un recueil de poèmes, mais un livre de contes. Ah bon? Un livre de contes africains, ouais. D'accord. Je signe demain. Excellent! Ouais, je suis content. Tu as été annoncé mort sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises. Oui. Ça a fini Mais par ça- t'agacer et à blesser, même par blesser ton entourage. Mais alors, là aussi, c'est comme un traumatisme. C'est drôle après, mais ça a été vraiment la première fois, c'était compliqué. Je faisais, tu sais ce que c'est, je faisais un petit ménage dans une plus montagne. Le téléphone à l'époque ne passait pas. C'est la première fois. C'est en 2002-2003. Oh, j'étais pas né. Oui, moi non plus, mais enfin, j'y suis allé en poussette. Et donc, injoignable. J'étais injoignable. Et je redescends de cette colline à 6h30 du matin. J'avais fait la fête avec des infirmières, je crois. Oh bah, Oui, ça a bien changé depuis. Oui, bah. Maintenant, les écoles d'infirmières sont ouvertes aux infirmiers. Et donc, rappelle-toi de ça quand même. Et donc, je descends et là, plein de messages sur mon téléphone, y compris ma pauvre mère. Et c'était le site d'un grand journal, d'un grand quotidien français du soir, qui avait annoncé mon décès. Une première fois, c'est très difficile, mais une deuxième, c'est pas drôle, et une troisième, c'est pas drôle, et voilà. Ah ouais, mais t'es mort combien de fois, toi, dans une vie? Mais je ne sais pas plus que les autres, Putain, c'est un visiblement. truc de ouf. Mais c'est pareil, ça arrive souvent. T'as pas annoncé sa mort, toi? Ah non. Mais t'arrives à Bernard Montiel, ça arrive souvent. Moi, on a voulu me tuer, mais j'ai toujours ressuscité. Oui, mais t'es toujours là. Exactement. Mais je suis bien. jamais mort. Et je t'en félicite. On va parler d'un sujet, comment dire, qui t'a valu pas mal
de moments difficiles dans ta vie au sujet donc de ton poids. Oui, Alors, il y a eu une émission à un moment donné sur ta perte de poids. oui. Tu avais perdu 45 kilos. 45 kilos Que j'ai repris immédiatement. que tu as repris. Il y a même un moment donné où tu étais en obésité morbide, Oui, où tu ne pouvais plus marcher. 198 kilos. C'était quand ça? 198 kilos. Oui. C'était quand? C'était il y a 5 ans. D'accord. Je ne peux plus marcher. C'était un moment difficile où c'était la fin de vie de ma maman. J'ai dû. Elle est restée jusqu'au bout de sa maladie, l'Alzheimer, avec moi, à mes côtés, dans ma maison. Et puis à un moment donné, la maison était spacieuse et un soir, avec la garde malade, on l'a perdue. Il est 4 h du matin, la garde malade monte dans ma chambre et on ne sait pas où est ma mère. On croit qu'elle est partie, qu'elle est sortie, mais pourtant il y a des alarmes. Enfin bon, on appelle la police, enfin là. Et en fait, elle était dans une petite pièce où on n'allait jamais, qui est une espèce de cuisine d'été qui était fermée normalement. Je ne sais pas comment elle a fait pour l'ouvrir. Et à ce moment-là, je me suis dit, maintenant, même si j'ai les moyens de la garder à la maison, c'était plus possible. Donc là, elle est allée dans une maison formidable, mais c'était un déchirement, un arrachement et surtout une culpabilité. Chez nous, puisque j'ai cette double culture quand même, chez moi, déjà, dans notre famille française, je dirais, on ne met pas les personnes âgées, on ne place pas les personnes âgées, on les garde avec soi. Et la culture africaine fait aussi que c'est comme une abomination que d'abandonner, lâcher la main de ses parents. Donc pour moi, ce que je faisais était une abomination. Et donc je me suis vengé sur moi-même en devenant le meilleur client de McDonald's du monde. De McDo, de la pizza du coin, du kebab, enfin voilà. Donc c'est lié à une période difficile durant laquelle tu t'es réfugié dans la nourriture. C'est même plus un refuge, c'est un exil. C'est con. C'est un exil. J'étais exilé en bouffe. C'est McDo. J'aurais dû dormir d'ailleurs. Et 198 kilos, du coup, physiquement, c'est devenu dangereux à un moment donné. Puisque J'étais mourant là. tu as même fait d'ailleurs un infarctus. J'étais mourant, oui. J'étais mourant. J'ai eu un problème d'arythmie cardiaque. J'étais 2 fois hospitalisé de toute urgence. Quand je me venge, je me venge. Hein. Alors là, j'y vais à fond les ballons. Sale période. Sale période. Et puis maman est décédée. Et puis je me suis dit que, puisque j'étais vivant, autant vivre. Alors donc, il y a dans ce genre de cas, si tu as des gens qui t'aiment, comme c'était le cas, tous ces gens-là ont fait que j'ai survécu à cette petite mort. Mais c'est vraiment les amis qui te rattrapent. Seul, je ne me serais jamais rattrapé, je serais mort aujourd'hui. C'est les gens qui disent la vérité. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Vincent McDoom. C'est pas forcément des gens qui viennent dans ton sens et qui viennent te dire « Oh mon pauvre chéri, t'es très malade, tu vas crever ». Des gens qui disent « Mais tu déconnes ou quoi? T'es taré ou quoi ?» Non mais on t'aime et toi tu nous fais ça? Donc une période très compliquée puisque tu perds ta maman après 15 ans de combat Contre la maladie. contre la maladie d'Alzheimer. C'est insupportable de voir sa maman ne pas vous reconnaître ou vous dire « Ah, vous ressemblez à quelqu'un que je connais ». Oh là là, ouais. C'est insupportable. Ah. Et c'est une des maladies les pires de ce point de vue-là. Ma mère est dans un centre spécialisé pour l'Alzheimer. Il y avait un homme qui avait 46 ans qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Aussitôt. Mais oui. Donc, ça peut toucher tout le monde, ce genre de dégénérescence. Donc ça a dû être un réel choc puisqu'en plus c'était ta mère adoptive, C'est de ma mère. de ouais. qui tu étais très proche. C'est une période où effectivement tu as eu ces problèmes de poids et où surtout tu t'es absenté, enfin tu as coupé toute vie médiatique, toute vie sociale même tout court, Oui. où tu t'es retiré totalement de la télé, de Bah, tout quoi. Déjà, parce que j'étais immontrable. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas accéder à un plateau de télévision. Donc, si tu veux, voilà, là, ton lit, je te le répète en 2 secondes. Non, mais sérieusement, toute plaisanterie mise à part, j'étais moralement immontrable. T'as vu, j'en sais des choses sur toi, non? Je suis halluciné. C'est vrai? Je suis halluciné. Non, mais Halluciné. vraiment? Mais oui. Parce que tu me prenais pour un con, toi tu pensais que Mais- j'arrivais là comme ça, sans Mais travailler. non, moi, je pense... Oui, je vois que tu bosses vraiment. Mais attends, mais tu crois que ça fonctionne comment une société? Oui, je sais. Je suis producteur audiovisuel? Je sais. Quand j'ai vu, quand tu l'as sorti, ton papier, je me suis dit waouh! Et ça se passe comment comme ça quand on est voilà, un personnage comme toi très marquant et que tout à coup on s'absente? Est-ce que le milieu showbiz soutient ou au contraire abandonne? Alors, tu as les deux sortes. Tu as ceux qui t'appellent,
comme Michael Youn te disent, tiens, voilà, il y a un truc à faire, il faut que tu le fasses. Comme Cyril Hanouna, qui dit où tu en es, il faut que tu travailles, donc tu vas revenir, tu vas venir dans mes émissions. Donc Cyril Hanouna, très bon soutien pour toi. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Et puis il y a ceux qui t'oublient, ou qui te piétinent même. Voilà. Qui piétinent. Oui, je pense une certaine Florence à M6 par exemple. C'est des gens de peu de foi qui disent bon, ben, Nana qui a une responsabilité à M6 et qui dit à un de mes amis, mais t'es toujours ami avec Magloire? Comme si le fait d'être ami avec quelqu'un soit subordonné au fait que je sois médiatisé ou pas. Quand tu penses que cette dame est productrice sur une chaîne comme M6, t'es toujours ami avec le has-been, là, Magloire? Florence. D. Ça fait froid. Ça fait très froid. Ça va. Ça va bien. Oui, ça a dû être une période difficile. Oui. Je crois qu'on en a tous des périodes difficiles. Mais c'est difficile. C'est difficile. Tu sais, moi, les gens ne me connaissent pas vraiment. Donc, quand je fais le morning, je l'ai fait 9 ans. Je m'enorgueillis. Je m'enorgueillis de dire que quand on me connaît, quand on travaille avec moi, on a envie de continuer de travailler avec moi. Il n'y a que les gens qui ne me connaissent pas qui disent des horreurs. Mais quand c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé, tu te dis, mais quelle connasse, putain, un jour j'aurai ta peau. Et puis non, finalement, je veux pas sa peau, alors je veux pas la... Mais c'est difficile. Voilà. Et alors on était là pour foutre le bordel et s'amuser. Ils sont où les cotillons, quoi? C'est pas grave, on finit tous les yeux mouillés. Tant que c'est que les yeux, ça va. Hein. Mais bon. Non, mais c'était important d'en parler parce que bah voilà, ça a été une période. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne t'a plus trop vu et on comprenait pas pourquoi. Je me suis perdu de vue moi-même. Et oui. Je me suis perdu de vue moi-même. Mais en revanche, et c'est là où il va falloir que je trouve un petit mouchoir. Excusez-moi, je suis désolé, mais... Du PQ? Ah, du PQ, c'est bien le PQ. Oh là là, il m'a fait chialer, le con. Oh, sale gosse. Oh. Eh ben, ça chiale, hein. Ah ben, tu me fais chialer, je suis pas parti pour ça, moi. Ça chiale, ça chiale. Mais je trouve incroyable que tu saches autant de choses et que tu aies compris autant de choses. Encore aujourd'hui, tu as toujours eu ce physique atypique qui fait aussi partie de ta marque de fabrique et ta personnalité. Mais est-ce que dans le milieu, ça t'a valu des moments, comment dire, où on s'est moqué de toi Alors tu sais, je vais te dire un truc. Pour parler clair, est-ce que tu as été victime de grossophobie? Je vais te dire un truc. J'ai jamais souffert de racisme. On m'a, excepté une fois avec ma voiture avenue de l'Opéra, jamais dit sale pédé. D'accord? Ouais, ni racisme, ni homosexualité. Ni homophobie. Homophobie, pardon. Je rentre dans la première radio de France, dans le hall, et un type me dit « Eh ben dis donc, Magloire, t'as encore bouffé le chien !» Jérém, je te jure que j'ai eu comme un étourdissement, comme si j'allais m'évanouir. Et je me suis retrouvé comme un petit garçon qu'on insulte dans la cour d'école et j'ai pas de mots. En fait, tu me connais, quand on me dit un mot, quand on me dit quelque chose, je te balance 2 fois pire. Je me suis retrouvé dans ce hall, je ne savais pas quoi dire, j'étais tellement blessé, vexé, humilié, j'ai encore bouffé le chien, j'ai tellement honte de moi, honte de ce type que je connais, qui s'est même pas rendu compte de ce qu'il a dit, hein. Que je me suis dit non, plus jamais. Plus jamais quelqu'un ne m'insultera moi ou insultera ceux que j'aime parce qu'il est gros. C'est la double peine, on parle de double peine pour plein de raisons. Je peux te dire que l'obésité, c'est une double peine. Non seulement les gens ne veulent pas que tu t'assoies à côté d'eux dans le bus, mais en plus ils t'insultent. Et ils te traitent de feignasse. Est-ce que j'ai subi la grossophobie? Bien sûr, malheureusement. Je me suis dit, plus jamais on ne m'insultera, plus jamais je ne souffrirai de grossophobie, mais je parlais de moi et je parlais de l'ensemble des gens qui en souffrent, parce qu'évidemment, je reçois plein de courriers. Et puis, j'ai la chance de rencontrer des gens, plein de gens, et je rencontre une fille qui s'appelle Hélène Bidard, qui travaille à la mairie de Paris, qui est conseillère, et qui me dit, bon, prenons le problème. Toi, qui es un garçon informé, tu sais parler de grossophobie, tu connais le mot, c'est grâce à l'action d'Hélène Bidard que le mot grossophobie est rentré dans le dictionnaire. L'obésité, c'est une maladie,
c'est même l'autre pandémie. L'obésité en Afrique, il y a des obèses à cause de la malbouffe. Aux États-Unis, on le sait tous. En France, il suffit de regarder dans la rue. Partout en Europe. Et donc, c'est notre prochain défi, c'est l'alimentation. Voilà, mais toi, tu ne sais pas ça, tu as toujours ce corps de rêve. Bah ouais, enfin bon, n'exagérons pas. Hein. J'ai quand même là un double menton, on comprend pas trop d'où il sort. Mais d'où il sort mais d'où il sort ce Bah double parce que je manteau me suis rasé, que je me rase jamais, et je sais pas d'où il sort, mais c'est terrible. Mais ça n'empêche pas de vivre et d'être heureux. Du coup, cette obésité morbide, parce qu'on en vient à un point où ça peut déclencher la mort, t'a valu donc, comme on le disait, de faire un infarctus. Donc tu as été confronté finalement en quelque sorte à la mort. Alors, c'est pas tout à fait un infarctus, mais c'est effectivement une arythmie cardiaque qui a fait que j'étais presque en plein discours, à des journées littéraires, avec des auteurs, des gens, des éditeurs très chics comme ça, dans un petit château, un dimanche après-midi, 14h. Et j'étais en train de manger un énorme kouglof, j'adore ça, c'est aussi un énorme kouglof. Et à un moment donné, les gens qui étaient autour de moi me regardaient. Et j'étais en train de changer pas de couleur, mais de teint. Et surtout, ça faisait un peu comme un AVC, c'est-à-dire que j'avais une espèce de douleur là, mais je continuais parce que j'étais dans mon truc du discours et des échanges et de la conversation. Et à un moment donné, boum, la tête dans le kouglof. Donc on m'a relevé. Et là aussi, c'est pareil, double peine. Les pompiers sont arrivés très vite, mais je rentrais pas dans le truc des pompiers. Faut le dire ça aussi, hein, parce que ça aussi c'est la double peine des obèses. À l'époque, j'étais beaucoup plus lourd. Et bien il a fallu appeler une voiture de pompiers spéciale pour les obèses, qui a mis presque 1 heure et demie pour venir me chercher. Tout ça, c'est des petites choses que les gens qui souffrent d'obésité subissent. Et c'est assez injuste. Enfin, j'ai survécu, je suis allé dans un hôpital formidable où les gens étaient super sympas. Et je salue d'ailleurs Farid, le bancardier. Eh ben, il perd pas une minute celui-là, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Oh là 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 là, il est jamais fatigué, même à l'article de la mort. Hein, ça pense encore au brancardier. C'est quoi? C'est comme une thérapie. Peut-être que je devrais te donner des sous parce que peut-être que tu es un peu un psy. Ah bah ça, je l'ai toujours dit. Hein. Mais tous mes invités, je suis le psy, je devrais être payé. Voire même remboursé par la sécurité sociale. Est-ce que tu es en contact avec Loana? Alors, j'aimerais beaucoup. Alors, aussi, excellente question. Tu sais, je crois que dans ma petite carrière, à mon petit niveau, la chose la plus incroyable que j'ai vécue, c'est l'arrivée du loft et de la télé-réalité en France. C'était une espèce de raz-de-marée insensé. Sauf que on ne s'est pas aperçu à l'époque à quel point les gens qui étaient les protagonistes, les acteurs, entre guillemets, du loft, allaient souffrir dans leur chair de cette notoriété. On n'a pas compris, je pense, on n'a pas pris la mesure de la folie de ce qui est arrivé à Loana. Elle en a, elle aussi, souffert dans sa chair, un peu de la même manière que moi, avec des addictions en plus qui lui ont été extrêmement préjudiciables. Elle est toujours vivante, elle a beaucoup de chance, et elle ne le doit qu'à elle, d'être toujours vivante, avec la pression, les margoulins, les salopards, j'ai envie de dire les putes qui ont été autour d'elle, trafiquants de toute nature. Et j'aimerais tellement lui dire à quel point, malgré tout ce qu'on a pu dire, faire, penser, écrire sur elle, à quel point je suis fier d'elle qu'elle soit encore live, encore vivante. Parce que c'est comme un petit oiseau qu'on aurait tordu dans tous les sens. C'est incroyable. Aujourd'hui, ceux qui font de la télé-réalité savent évidemment ce qui leur arrive, ils le veulent, ils le souhaitent, ils ont leur esprit formaté là-dedans, ils ont grandi avec ça, Ah oui. Ils s'opèrent et ils se maquillent pour. Ah oui, ça c'est clair, ils s'opèrent et se maquillent pour. Eh ben, c'est des professionnels aujourd'hui. C'est des professionnels de la profession. Grâce d'ailleurs à Loana et tout ça, qui ont été leurs formateurs presque. Qui ont payé les pots cassés d'abord. À leur place. Absolument. Non, mais parmi tout ça, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on dise, c'est que c'est ce qu'on disait quand on s'est retrouvés tout à l'heure, parmi toutes les saloperies qu'on a pu subir, il y a quand même un truc, c'est qu'on garde le mojo, comme on dit, ça va, quoi, on peut sourire encore et tout va bien, malgré tout.
malgré tout ça. Malgré tout, au-delà de tout ça. Vive la vie tant qu'on l'a. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. C'était Parce qu'au-delà du pognon que tu m'as fait dépenser dans ce pyjama que je vais garder, je garde un souvenir formidable de toi. Bon bah super, en tout cas c'était très intéressant. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors on dort ici ce soir? Hein? On dort ici ce Non. soir? Non. Non, je suis désolé, Tu vas rentrer? je vais rentrer. Ah bon. Elle est chatounette.